comment tu définirais très simplement le métier de consultant? C'est une question pas simple à poser à un consultant. Donc, merci pour la question. Non, mais je pense effectivement, une manière relativement simple pour définir ce que c'est qu'un consultant, c'est quelqu'un, j'ai envie de dire, quelqu'un qui arrive avec un cadre et une manière de conceptualiser, une compétence un peu analytique pour, comprendre le problème business d'un client et proposer des issues et des solutions. Bonjour Ashraf. Bonjour Guillaume. Ashraf, je suis ravi de t'accueillir ici au village PAICA, l'accélérateur du crédit agricole dans lequel nous sommes incubés et qui sont aussi nos locaux chez TrainingYou. Merci à toi pour accepter notre invitation et pour partager ton expérience dans le Choose Your Career, le podcast lancé par TrainingYou. Première question, elle est toujours très générale. Peux-tu revenir sur les grandes étapes de ton parcours? Tout d'abord, ravi d'être avec vous et merci beaucoup pour l'invitation. Pour enchaîner, donc Ashraf Idrissi, ingénieur de formation. Ça fait 10 ans que je suis consultant en stratégie. Et donc, consultant en stratégie, je travaille particulièrement sur les activités private equity. Plus récemment, donc chez Bain, à Paris, où je suis senior manager. Et avant ça, donc j'étais chez Stratégie Ind et en tout début de carrière, j'ai commencé dans les équipes Global Strategy Group de KPMG. On va revenir sur les différentes étapes du parcours et je reviens à la jeunesse et tes études. Tu es passé par une classe prépa MPSI, une école d'ingénieur, le NSTA, puis 2 doubles diplômes à Audencia et à la Boston University. Pourquoi ce choix de parcours un peu hybride entre l'ingénierie et le business? Très bonne question. Effectivement, donc j'ai fait ma classe prépa donc MP donc au Maroc. Suite à ça, j'ai intégré l'ENSTA, qui est effectivement une école d'ingénieurs très focalisée sur les sujets plutôt défense, architecture navale. Donc très orientée sur les sujets technologie et technique. Ce qui m'a fait rapidement réaliser l'importance de regarder aussi des aspects plutôt business. J'ai eu l'opportunité de découvrir justement des possibilités de double diplôme avec Audencia et à l'université de Boston. J'ai enchaîné notamment avec une idée de dire j'ai un volet technique, j'ai un socle scientifique entre guillemets, ça serait bien de le compléter par un volet business et finalement c'est dans ce secteur-là que j'évolue le plus. Et à quel moment ton intérêt pour le conseil s'est développé? Est-ce que c'était dans le cadre de ton école d'ingénieur ou est-ce que c'était justement dans les cadres un peu différents, plus liés au business, à Audencia ou à l'université de Boston? C'était effectivement plutôt en école de commerce à l'université de Boston. L'idée était d'abord plutôt de se poser la question est-ce que je sais ce que je veux faire exactement? La réponse était non, pas vraiment. Et donc du coup le choix du conseil était venu voilà naturellement en se disant bah ok c'est un choix finalement qui en est pas un parce que ça ferme pas voilà toutes les options à horizon ni dans l'immédiat ni horizon 3 ans ou 5 ans. Donc c'était plutôt cette volonté-là et ensuite en ayant découvert un peu les majeurs conseils, c'était de l'intérêt pour le type d'exercice et le fait de découvrir plusieurs projets, d'être exposé à plusieurs thématiques plutôt business mais parfois qui fait quand même appel à des bases analytiques. Donc voilà, l'un dans l'autre a fait que la découverte du conseil finalement m'avait beaucoup plu. Et bah justement, le conseil, on y vient, puisque après tes études, tu démarres ta carrière chez KPMG Global Strategy Group, qui est l'entité de conseil en stratégie du cabinet KPMG. D'abord, pourquoi ce choix de cabinet en début de carrière? Et ensuite, comment tu as obtenu cette première offre en conseil? D'accord. À l'époque, justement, quand j'étais chez Audencia dans la majeure conseil, KPMG avait lancé une compétition de plusieurs écoles de commerce au niveau français, voire même international, qui s'appelait à l'époque le KPMG International Case Competition. Donc, j'avais participé et on a réussi à atteindre un peu les phases finales. Et au moment d'exposer face à des jurys, j'ai eu un bon fit avec des partenaires qui m'ont dit bah pourquoi pas ne postuler chez nous. Chose que j'ai faite, j'ai eu un très bon fit avec les différentes personnes que j'ai pu rencontrer. Et finalement, voilà, ça s'est très bien fait. Non seulement parce que j'ai un bon fit, mais également parce que les opportunités de carrière qui m'étaient offertes me plaisaient beaucoup. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai intégré KPMG Global Strategy Group au tout début. Donc d'abord en stage, c'est ça? Tout à fait. Et après, tu as converti cette période de 6 mois de stage. Exactement. Souvent, ce qui se faisait, et je pense ce qui se fait beaucoup, c'est que les stages de fin d'études sont souvent préalables à, on va dire, un CDI derrière. Et de manière un peu mécanique, c'est souvent effectivement la durée du stage, elle est soit valorisée donc dans l'évolution des grades et des cohortes, ou justement tout simplement donc en n'ayant pas de période d'essai. Donc voilà, donc c'était un peu une conversion relativement mécanique parce que je m'y étais plu et ça a bien fité.
Tu es resté un peu plus de 3 ans chez Global Strategy Group. Tu as démarré stagiaire et puis tu as fini senior consultant avec une exposition dans plusieurs projets de M&A, de stratégie de croissance aussi, à la fois pour des fonds de private equity. On peut en citer plusieurs, Five Arrows, donc le fonds de Rothschild, Antin, HLD ou Cinven, et aussi pour des entreprises comme Engie ou OCP Group. Et tu as été aussi exposé à plusieurs secteurs, notamment ceux de l'énergie et de la santé. Dans quelle mesure c'est possible de bénéficier déjà d'une exposition un peu sectorielle ou fonctionnelle dès le début de la carrière? Je pense que les attentes, de façon générale, des cabinets en tout début de carrière, c'est pas forcément d'avoir un jeune consultant qui soit sectorisé ou rattaché à une fonctionnalité, voire c'est un peu le contraire, parce que l'idée, c'est de s'exposer à plusieurs thématiques et ensuite choisir celle qui plaît le plus. Donc, j'ai eu cette opportunité-là. Et ensuite, il y a une deuxième dimension qui, je pense, influe beaucoup. C'est effectivement les personnes avec lesquelles on est ramené à travailler. Donc, moi, en l'occurrence, les deux secteurs qu'on a cités, c'est parce qu'en fait, je travaille avec un associé qui était très spécialisé sur les sujets private equity santé. Ça marchait très bien. Donc, voilà, moi, ça m'a permis d'acquérir un peu ce socle de compétences sur les sujets private equity. Et de la même manière, sur l'énergie, parce que je travaille avec un directeur qui développait cette plateforme-là. Et donc, finalement, même si d'apparence, on peut parler de secteurs très différents, on peut se dire, au moins d'un point de vue private equity, que les fondamentaux restent relativement les mêmes. On se pose relativement les mêmes questions, d'une certaine mesure. Donc c'est plus une opportunité qu'une vraie volonté de ta part à ce moment-là d'aller vers ces fonctions ou vers ces secteurs. Tout à fait, tout à fait. C'était une opportunité. J'ai eu l'occasion, si je le voulais, de changer, de m'éloigner de ces dimensions-là, de ces capabilities. La réalité, c'est que finalement, ça m'avait beaucoup plu. Donc j'y ai continué pendant mon expérience chez KPMG. Alors tu restes un peu plus de 3 ans chez KPMG, donc Global Strategy Group, et puis ensuite tu passes chez Strategy End, qui est en fait l'entité de conseil en stratégie d'un autre Big Four, PwC. Pourquoi ce choix? Très bonne question. Effectivement, Strategy End étant anciennement donc Booz & Company, qui a été acquis par PwC. J'ai envie de dire, en fait, il y a eu un choix relativement endogène et un autre exogène. L'endogène, c'est à l'époque Global Strategy Group, c'était quand même une petite équipe. Donc, en vrai, j'avais fait à peu près le tour un peu des sujets qui me plaisaient à ce moment-là. Et c'était aussi une phase de transition parce que le cabinet est en train d'accueillir une équipe de 8 associés à la fois, si je me rappelle bien, d'un autre Big Four. Donc voilà, ce qui créait un peu une phase un peu de transition qui est tout à fait naturelle dans la vie d'un cabinet. Mais de mon point de vue assez personnel et pragmatique de consultant senior, c'est en fait j'ai envie d'être exposé à un environnement un peu plus mature où je pourrais continuer à me développer, tracer un peu ma carrière. Donc, ayant cette réflexion-là, j'ai eu l'opportunité d'être contacté par un cabinet de chasse qui m'a parlé de Strategy End. La même chose, donc un très bon fit avec les personnes avec qui j'ai pu discuter. On m'a bien présenté le projet et effectivement, et c'est comme ça que j'ai rejoint Strategy End à l'époque. Et tu étais sur le même type de projet ou de mission chez Strategy End par rapport à ce que tu as fait chez KPMG, ou c'était différent? On va dire, le fil conducteur, c'est resté quand même les sujets de private equity, parce qu'en intégrant Strategy End, donc ma majeure était les équipes deal strategy chez Strategy End, qui sont les équipes qui font du private equity. Spécifiquement, j'ai eu l'occasion de travailler sur des sujets healthcare, mais un peu moins d'énergie. C'était pas moins des sujets qui étaient développés chez Strategy End pour plusieurs raisons. Mais en tout cas, sur la partie private equity, c'est là où j'ai pu, en tout cas, mettre vraiment le tampon PI et spécialisation en PI. Alors on va en parler, parce que du coup c'est ce que tu fais aussi aujourd'hui chez Bain, mais pour nos auditeurs et téléspectateurs, le PI en conseil, c'est plutôt c'est de la due diligence stratégique. Donc en fait tu conseilles les fonds sur l'audit stratégique de leur cible, et puis ensuite sur la stratégie de croissance de leur entreprise en portefeuille. C'est bien ça quand on parle de PI en conseil. Effectivement, c'est une bonne question. Alors, il y a vraiment de ça, mais il n'y a pas que ça. Donc, Dans la partie, effectivement, le socle des activités qui est relativement assez commun à différents cabinets, c'est effectivement l'activité de commercial due diligence, où effectivement, on se propose sur Avant l'acquisition. Avant l'acquisition, tout à fait, dans une phase M&A, où on se prononce effectivement de l'attractivité de l'actif, du business model, de la profondeur du marché, de la faisabilité du business plan. Et ensuite, effectivement, dans la continuité de ce cycle de vie M&A, il y a effectivement, dans le jargon Bain, qui sont les stratégies de création de valeur, le Value Creation Plan, qui sont cette fois-ci plutôt des sujets de dire, OK, si on projette l'actif à son plein potentiel, quels sont les leviers à aller explorer. Donc ça, effectivement, donc c'est exactement ce que tu as mentionné. Il y a une autre dimension qui est souvent dans le périmètre private equity, qui est le Fund Strategy and Operations, où là, effectivement, le private equity, le client private equity
Entre guillemets, c'est comme un client lambda ou un corporate lambda. On va regarder son organisation, comment il est structuré. Est-ce que c'est pertinent pour le fonds d'aller faire du M&A lui-même et se développer sur d'autres classes d'actifs, par exemple. Alors du coup, après 3 ans à peu près chez Strategy End, tu changes à nouveau de cabinet. En effet, tu rejoins Bain & Company, qui est l'un des 3 MBB, donc 3 principaux cabinets de conseil en stratégie avec McKinsey et le BCG. Qu'est-ce que tu as recherché dans cette nouvelle transition? Yes. Chez Strategy End, un sujet qui me plaisait beaucoup et sur lequel j'avais vraiment l'opportunité de travailler avec des associés, des directeurs avec qui je m'entends toujours très bien, c'était le sujet private equity et technologie. Donc c'est des sujets qui me plaisaient beaucoup. Je voulais avoir beaucoup plus de profondeur sur ce type d'actifs et d'activités. Et à ce moment-là, se poser la question pour être exposé aux actifs, on va dire de la place. C'est qui le cabinet où il faudrait que je me positionne. Et donc là, naturellement, la réponse était, Bain étant le leader absolu, non seulement sur les activités private equity, mais surtout sur le marché français. Quand on zoome private equity tech, effectivement, il y a une exposition qui est assez importante sur ces sujets-là. Et finalement, c'est ça ce que je cherchais. Donc, pouvoir davantage approfondir les activités PI, les compétences PI, et en particulier sur les segments tech sur lesquels j'ai eu l'occasion de pas mal m'amuser, on va dire. Tu as fait 3 cabinets en à peu près 9-10 ans de carrière. Dans quelle mesure c'est fréquent, d'une part, et facile, d'autre part, de passer d'un cabinet à l'autre? Ouais. Très bonne question. Sur la fréquence, elle est difficile comme question parce qu'effectivement, il y a la nature du métier fait que le turnover est quand même assez important. Donc, dire qu'il y a des gens en fait qui partent au bout de 2-3 ans, c'est assez naturel parce que ça correspond aux évolutions. Maintenant, changer de cabinet de conseil, question mark, il faut regarder les statistiques. Donc voilà, joker pour cette pour cette question-là. Par contre, effectivement, pour la deuxième question qui est de dire à quel point c'est facile, je pense que ce n'est pas forcément facile et ça devient de plus en plus complexe quand on monte dans la hiérarchie, j'ai envie de dire. Pourquoi c'est pas facile? Parce que même si on peut se dire que les cadres, la manière de réfléchir est globalement comparable, les manières de faire, la manière de processer l'exécution, de bien la cadrer, ça diffère d'une maison à une autre. Donc ça nécessite quand même une bonne phase de s'adapter au cadre, on va dire, des process, mais également sur la manière d'exécuter les projets. Et comme je disais, ça devient de plus en plus difficile quand on monte dans la hiérarchie parce qu'il faut en plus se constituer son réseau et donc être visible et se positionner sur les actifs d'intérêt ou de valeur. Justement, en termes de process, en termes de culture, qu'est-ce qui différencie les cabinets strat des Big Four, KPMG, PwC, et un cabinet généraliste comme Bain? Je pense effectivement, sur les process, il y a plusieurs dimensions, on va dire. Si je commence par Bain et je pense par extension les MBB, je pense une première caractéristique, c'est que les choses sont vraiment très bien processées. C'est-à-dire, il n'y a pas moyen de réinventer la roue à chaque fois quand on adresse un nouveau sujet ou qu'on est en train d'explorer une certaine opportunité. Donc ça, et quand je dis c'est très processé, très normé, c'est-à-dire ça va de la manière avec laquelle on s'organise entre équipes, la manière avec laquelle on mobilise les différentes personnes et les différents experts sur le sujet, mais également sur la manière avec laquelle on va dérouler le projet, l'exécuter jusqu'à arriver au rendu final. Pour donner un exemple très concret, quand on démarre un cas, on sait qu'il y aura des réunions journalières avec le reste de l'équipe, 2 fois par semaine avec la senior leadership team, donc avec les partenaires seniors, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, j'ai envie de dire, il y a toute une base de, on va dire, fonction support qui est vraiment, entre guillemets, une usine qui est mise à disposition. Et ça, je mets en particulier, par exemple, les sujets de knowledge management. Donc, il y a une base qui est très riche, donc de l'IP, d'un Bain, d'un BCG, d'un McKinsey, qui est mise à disposition, qui est actionnable parce qu'on sait quel type d'analyse, on sait contacter la personne et la mobiliser pour son expertise. Et ensuite, sur une autre dimension, toujours sur les fonctions support, c'est typiquement sur la manière d'avoir un peu tout le support administratif, par exemple quand il faut onboarder des prestataires pour faire des sondages, des choses comme ça. Donc ça, c'est un peu ce qui distingue, j'ai envie de dire, très rapidement les parties MBB. Quand on est sur les Big Four, même s'il y a en fait des niveaux de maturité qui sont assez différents, il y a une première couche, mais qui est un peu moins profonde de tous ces fonctions support-là que je viens de citer. S'ajoute à ça une espèce d'inflexibilité sur les process très admin, de fait que en fait, ces cabinets de conseil appartiennent quand même à des sociétés mères qui sont des cabinets d'audit et de conseil.
Et parfois, dans les prises de décision, on va dire que l'audit pourrait primer pour bloquer justement des manières de développer un compte donné. Voilà. D'ailleurs, dans ces Big Four-là, comment se répartissent les missions entre KPMG Consulting et KPMG Global Strategy Group, ou alors pour PwC, entre PwC Consulting et Strategy N? Yes. Parce que c'est deux, finalement, équipes qui exercent des prestations de conseil pour des clients du cabinet. Alors, comment ça se passe? Ouais, je parlerai peut-être de Strategy N et PwC qui sont plus récents justement dans mon expérience. Effectivement, la manière avec laquelle ça s'organise, déjà, il y a deux manières d'interagir. Il y a du Strategy End avec les équipes PwC Consulting, mais il y a Strategy End avec les équipes PwC Deals, donc qui sont les équipes de due diligence financière, juridique, taxes, etc. Donc, souvent, le positionnement des cabinets de conseil en strat au sein de ces maisons, c'est plutôt d'arriver un peu upfront, c'est-à-dire, voilà, je donne un exemple concret, on est en train de regarder une stratégie digitale. Donc, Strategy End va intervenir pour dessiner un peu la feuille de route, c'est quoi les axes de développement, etc. Et ensuite, si on descend jusqu'à la phase, par exemple, de dire, en fait, on a choisi tel éditeur de software, il faut maintenant mettre en place un peu la dynamique pour l'implémentation. En fait, le passage de relais se fera, par exemple, à PwC Consulting, pour dire, OK, on va faire de la gestion de projet pour s'assurer de l'exécution du projet. Donc, plus stratégique chez Strategy N, plus opérationnel chez PwC Consulting. Exactement. Pour cet exemple-là, parfois, il y a certaines missions qui sont par nature que au sein de PwC Consulting. Je donne un exemple, dans les services financiers, il y a des fonctions qui sont beaucoup des fonctions de compliance, par exemple. Et ce type de projets, souvent, ils vont être logés directement chez PwC Consulting. Tu as fait 3 cabinets, donc je me permets de poser la question suivante. Yes. Intégrer un gros cabinet de conseil en stratégie, c'est parfois très compétitif. Pour confirmer, est-ce que tu penses que c'est pertinent pour certains jeunes diplômés de passer par un cabinet de taille plus modeste, avec comme objectif ensuite de rejoindre un top cabinet, en tout cas plus gros, plus sélectif? Et je prolonge, quels seraient tes conseils justement pour celles et ceux qui aimeraient adopter cette stratégie? Yes. Je pense que c'est totalement pertinent effectivement de dire OK, je passe par un cabinet tier 2, tier 3, tier 1 et avec derrière en fait une opportunité de passer chez les MBB. Donc ça c'est clairement un choix, une opportunité possible. Maintenant, ce qui rejoint un peu mon conseil, je pense que ça devrait intégrer le MBB ne devrait pas être la finalité en soi. Je pense que c'est plutôt de se dire j'ai été exposé à un cabinet donné, j'ai l'opportunité de développer telle compétence, tel type de sujet qui me plaise bien, et en fait ensuite se dire OK, maintenant si je veux monter d'un cran sur cette expertise-là, est-ce que le choix d'un MBB est toujours pertinent ou pas? Et effectivement, en fonction des, on va dire de la maturité de chacun et le niveau de carrière aussi, le choix peut être la réponse peut être oui, c'est pertinent d'aller chez un MBB. Et je pense que c'est souvent le cas quand on est au niveau de manager un peu en dessous. Est-ce que c'est toujours pertinent à des grades un peu supérieurs? La question peut se poser, parce que parfois, effectivement, la manière avec laquelle on développe la partie commerciale n'est pas la même entre des MBB et des tier 1, tier 2. Alors Achraf, aujourd'hui tu es chez Bain et tu es senior manager au sein du cabinet, au sein de la practice private equity du cabinet, qui est en charge des missions de due diligence stratégique et de stratégie de création de valeur pour les fonds d'investissement clients du cabinet. Quel est ton rôle? Quelles sont tes responsabilités à ce poste et à quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui? Effectivement, donc chez Bain, senior manager jusqu'à un certain niveau, l'associate partner, et pour simplifier, le responsable du projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est en charge des équipes donc de consultants qui sont en dessous d'un point de vue process, mais également il répond à une équipe qui est au-dessus, souvent qui inclut minima 2 ou 3 partenaires, dont un qui est un operating partner, donc le binôme du senior manager, de l'associate partner, sur le cas. Donc ça, c'est d'un point de vue t'es un peu au centre de la pyramide. Voilà, en fait. exactement. Et d'un point, donc ça, c'est la première chose. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait concrètement avec ces différents stakeholders? Vis-à-vis de l'équipe, c'est effectivement la première chose, c'est de dire on s'est mis d'accord sur une histoire qu'on est en train de développer, les hypothèses qu'on cherche à confirmer ou pas. Donc, ça permet de définir un peu des streams qui sont délégués à des consultants seniors, qui sont à la tête des streams. Et en fait, avec ces différents consultants, on va itérer sur le contenu et s'assurer qu'on est en train de répondre aux bonnes questions. Donc ça, c'est vis-à-vis de l'équipe. Vis-à-vis de la senior leadership team, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire, en fait, on aura testé un peu les hypothèses. Est-ce qu'on est vraiment en train de regarder les bons sujets? Et en fait, on fait un point d'avancement et on se fait challenger. Donc l'idée, c'est toujours un peu d'articuler. T'as un rôle de pivot assez stratégique, en fait, dans le projet.
Exactement. Donc voilà, donc c'est effectivement faire un peu le lien entre ces différents stakeholders et une dernière dimension qui est un peu qui est du client facing, parce qu'effectivement d'un point de vue un private equity en l'occurrence, donc voilà, on est en front-end avec le client quand il a des requests, quand il y a des questions à se poser ou même des sujets process. Donc c'est effectivement avec Vernon qui va se tourner en binôme avec le partenaire évidemment sur le cas. Alors ton quotidien, comment tu peux le décrire? Comment tu partages ton temps, en fait, Yes. entre, ces différentes responsabilités? Hem, effectivement, donc sur le quotidien, je distinguerais entre un projet de due diligence sur 3 semaines, et ensuite on va dire enfin plutôt du développement commercial en dehors de ça. Sur un due diligence commercial, en tout cas, donc la manière de faire donc chez Bain, c'est en fait on se prend un peu le maximum d'intensité comme étant enseignant manager associate partner sur les 2 ou 3 premiers jours du cas. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là où il faut très rapidement monter en compétences, formuler les hypothèses et ensuite commencer à les tester, ce qui permet effectivement un peu de donner entre guillemets du grain à moudre pour les équipes et commencer à avancer. Donc ça, il y a beaucoup d'intensité au tout début. La densité, elle baisse un tout petit peu tout au long du projet jusqu'à à peu près 2 ou 3 jours avant les meetings importants qui sont quand même assez échelonnés parce que a minimum 1 par semaine. Ça permet effectivement pour être assez frais et donc d'être bien un jour sur toutes les analyses. Donc ça, c'est une manière un peu je réponds aussi en partie à l'intensité qui est associée à ça, mais en tout cas donc très busy au tout début. Une phase un peu où ça se normalise entre On va guillemets. reparler des horaires un peu plus tard dans le podcast aussi. Ouais, c'est un bon point. Je vais pas On a prévu une thématique spécifique là-dessus, quand on parlera plus globalement du métier du conseil. Ouais. Ok. Donc effectivement, donc enfin voilà, effectivement, il y a beaucoup au tout début du cas, donc très focalisé sur la formalisation des hypothèses et donc du travail analytique. Et ensuite, tout au long du déroulé, donc il y a toute la partie gestion donc du projet, donc les interactions avec les différents stakeholders, que ce soit le responsable de stream ou avec les partenaires. Donc là, la semaine type du senior manager d'associate partner, ça va être passé entre ces différents jalons et ces différents meetings et les préparer parce que c'est du contenu derrière. Sur une phase où on est plutôt sur le développement commercial, donc là, un tout petit peu d'intensité aussi au début parce qu'il faut rapidement entrer en la matière, mais ensuite c'est plutôt un sujet d'alignement de qui sont les meilleurs experts pour m'aider et m'épauler sur un sujet en particulier. Voilà. Alors, je vais passer à la deuxième partie du podcast consacrée justement au métier du conseil. Alors déjà, première question, pour ceux qui connaissent pas encore bien le secteur, comment tu définirais très simplement le métier de consultant? C'est une question pas simple à poser à un consultant. Donc, merci pour la question. Non, mais je pense effectivement, une manière relativement simple pour définir ce que c'est qu'un consultant, c'est j'ai envie de dire quelqu'un qui arrive avec un cadre et une manière de conceptualiser, une compétence un peu analytique pour, comprendre le problème business d'un client et proposer des issues et des solutions. Je m'arrête là. Pour moi, ça serait ça un peu une simplification, une caricature de ce que c'est qu'un consultant. S'ajouterait à ça une certaine nuance. C'est aussi, en dehors de tout ça, quelqu'un qui pourrait servir de faire passer des messages et faciliter un peu la prise de décision au sein des entreprises, en ayant un peu ce point de vue-là externe. À quoi ressemble une mission type de conseil? Donc, une mission type de conseil en stratégie, on peut caractériser plusieurs selon les types. Private equity dont je parlais, justement, il y a le commercial due diligence. C'est souvent des sujets à 3 semaines quand on est en buy side en moyenne. Elle commence par une réunion de kick-off, se termine par un final readout, donc en restitution. Et au milieu, il y a un interim update, donc pour faire un peu un jalon assez officiel. Et souvent rythmé des touch points avec le client de façon hebdomadaire selon l'intensité qui est nécessaire. Donc ça, c'est un type de mission. Des missions plutôt corporate stratégie de croissance un peu plus classique. Ça va être des missions qui vont être en moyenne en durée entre 1 mois et 3 mois. Où là, il y a non seulement le travail analytique relativement en chambre, mais aussi beaucoup de workshops et d'expositions ou de discussions, de co-travail avec les clients.
Et ensuite, dernier type de mission, c'est des missions de transformation un peu plus longues, où là, effectivement, c'est plutôt on pourrait avoir des sujets de change management, et là, on parle des missions à 6 mois, voire plus, pour justement s'assurer de l'avancement des sujets. Quelle est selon toi la vraie valeur ajoutée qu'apporte un cabinet comme Bain à ses clients? Je pense que la valeur ajoutée, je pense qu'on peut la décomposer de plusieurs manières. Une première manière, c'est de dire sur le contenu. Donc, arriver avec effectivement que ça soit donc un cadre analytique et une manière de regarder le sujet. Et donc là-dessus, donc une manière de regarder le sujet, c'est de dire OK, en faisant parler les datas, en faisant les analyses, en parlant au marché, parce que ça, c'est quelque chose qu'un Bain fait beaucoup, c'est d'interviewer les clients, les experts sur la place. Donc, arriver avec ce point de vue-là, donc dire OK, on challenge un peu le statu quo d'une certaine manière. Deux, c'est aussi de faciliter un peu la prise de décision et la manière d'avancer au sein de l'entreprise. Et je m'explique là-dessus, parce qu'effectivement, en arrivant avec un point qui est outside in, en disant maintenant, quand on regarde les faits, voilà les constats, on peut s'assurer à mobiliser un peu les gens et créer un peu un espèce de momentum et avancer un peu au sein de l'entreprise. Beaucoup de candidats qui s'interrogent sur le quotidien d'un consultant de manière un peu générale. À quoi ressemble une semaine type en tant que consultant? En tant que un junior consultant, la semaine type, effectivement, on va dire dans le premier jour de la semaine, effectivement, c'est un travail assez soutenu parce qu'effectivement, il faut bien clarifier qu'est-ce qu'on cherche à accomplir sur cette semaine-là, et donc une projection un peu sur une semaine, ramener ensuite un maillant plutôt par jour. Et l'idée, c'est de dire OK, je cherche à affirmer ou pas une telle hypothèse. Et quand je la décline sur mon stream of work, voilà ce que ça veut dire. Donc, en fait, être animé par donc travailler pour atteindre cette fin-là. Donc ça veut dire effectivement, souvent, en tout cas dans la manière de faire de Bain, c'est avec les équipes, il y a des team norms, c'est-à-dire en fait, on définit un hard stop, c'est-à-dire il y a une certaine heure à partir de laquelle en fait on va arrêter de travailler sur la journée. Okay. Et théoriquement, on s'assure à ce que les objectifs soient atteints d'ici là. Et tu peux citer un exemple super concret d'hypothèse, par exemple, que l'on chercherait à tester, évaluer dans une journée classique? Dans une journée, potentiellement, notre hypothèse, c'était le client pense que le marché est en train de croître de X% parce que drivé par une réglementation qui vient d'évoluer. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce qu'on y croit ou pas? Et donc effectivement, dans la journée, le consultant, en fait, il aura fait un peu sa lead search, il aura regardé un peu ce que dit les derniers textes réglementaires, il aura parlé à 3 ou 4 experts du marché, et finalement, l'output final, c'est en fait ma conclusion, c'est en ayant parlé à ces gens-là, il faut que j'en parle davantage, mais mon hypothèse à ce stade, elle est confirmée ou pas, ou en tout cas rajouter de la nuance en plus pour dire attention, en fait, il faut tenir compte de telle ou telle sous-hypothèse. Et donc ça, effectivement, comment ça se traduit concrètement? Donc il y a l'insight qui est généré, mais également, en fait, il y a les slides qui vont pouvoir le backer derrière dans le rapport. Donc selon ce qui a été prédéfini, entre guillemets, on parle de 3, 4, 5 slides pour démontrer, en tout cas, cette conclusion-là. Voilà. Ok. Et du coup, tu disais à la fin de la journée, après, il y a ce reporting avec l'équipe. Yes. Ensuite, ça s'arrête, ou il y a d'autres choses que le consultant junior doit faire dans sa journée? Non, effectivement. Donc comment elle est organisée, la journée du consultant, en tout cas dans un dispositif Bain, c'est en fait en tout début de journée, donc il y a un beginning of day, donc on se définit un peu les objectifs, on va dire jusqu'à 17h. Là, donc on travaille pour justement autour de l'hypothèse qu'on vient de citer. Il y a effectivement donc des points de discussion tout au long de la journée, et ensuite il y a un point vers 17h, 18h qui dit pour le reste, d'ici le hard stop pour le reste de la soirée, voilà ce qu'on cherche à attendre. Donc une fois le hard stop accompli, effectivement le consultant va dire voilà mon status update par rapport à tout ce qu'on veut développer. Je m'arrête là et on reprend demain pour les autres sujets. Voilà. Il y a un sujet qui change ou qui transforme en ce moment la manière de travailler du consultant, c'est l'intelligence artificielle, tous les métiers, mais aussi dans le conseil. Est-ce que tu l'as déjà constaté et qu'est-ce que ça change déjà, toi, dans ton quotidien, dans ton métier? Absolument, je pense que la generative AI spécifiquement, c'est quelque chose qui a le potentiel de vraiment changer la manière de faire dans le conseil en stratégie de façon assez générale. Et ça, c'est vraiment à tous les niveaux de la hiérarchie. En commençant par le partenaire, par exemple. En fait, il est en train de découvrir un actif, il doit parler à un banquier d'affaires ou à un fonds d'investissement d'ici 1 ou 2 heures. Donc, le generative AI
permet justement de faire une première synthèse assez pointue et assez précise de ce que c'est que l'actif. Donc, au moins se forger une première opinion. Ensuite, pour le senior manager, l'associate partner, c'est quelque chose effectivement et qui est vraiment très utile. Ça permet de à un niveau encore plus détaillé, par exemple dans le contexte d'une due diligence, c'est de dire ok, c'est quoi mes premières hypothèses, c'est quoi ma thèse d'investissement, c'est quoi les premières réponses à mes hypothèses. Donc ça donne un peu une base un peu plus aboutie que si on démarrait un peu de rien et très rapidement. Et ensuite, pour les équipes, pour les consultants encore plus juniors, je pense que c'est là où l'impact est encore plus fort parce que toutes les actions, je pense, qui sont assez pénibles de dire, en fait, il faut changer un peu le wording, il faut un peu le polisser, il faut le dire d'une certaine manière, par exemple, quand on cherche des citations. En fait, ça, avec la Generative AI, ça permet vraiment de le faire très rapidement et dans right first time, j'ai envie de dire. Et de la même manière, par exemple, pour faire de la recherche un peu de base, avec des outils type Perplexity ou autres, dans la manière de faire sur des due diligence tech, par exemple, une analyse qu'on aime beaucoup faire, c'est de regarder les avis des clients sur les actifs. Donc, souvent, il y en a des milliers. Vous imaginez, effectivement, avec un ChatGPT, on peut agréger tout ça et en sortir les insights qu'on veut. Donc, je pense, effectivement, Generative AI a un potentiel de vraiment changer la manière avec laquelle on fait. Dans ce début-là, même si je pense qu'on est plutôt pas mal avancé dans le déploiement, ça a aussi l'avantage de gagner en quality of life, parce qu'effectivement, ça permet de faire des tâches plus pénibles plus vite. Ah, voilà. Et ensuite, sur le long terme, c'est d'aller encore plus profondément dans les analyses et les insights comme ça. Justement, j'y viens en ce qui concerne l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Est-ce que les horaires sont si intenses qu'on le dit en conseil? La vraie réponse, c'est que oui, de façon générale, les horaires sont intenses. Maintenant, il y a deux choses. C'est que c'est pas intense tout le temps. Et c'est pour ça que c'est aussi important de pouvoir un peu respirer quand le rythme du travail le permet. Et le deuxième point, c'est l'intensité, c'est les prédictibles et on sait dans quel cadre et comment elle va s'articuler. En fait, elle devient, entre guillemets, plus facile à gérer. Donc, je donne un peu des cas concrets. Sur une due deal assez classique, voilà, effectivement, la moyenne pour finir par jour, sauf le vendredi, ça va être potentiellement du 22h à 23h. Mais ça, c'est, on va dire, c'est le rythme normal. Parfois, ça peut aller au-delà, parfois un peu moins. Mais quand on est en train de démarrer une due deal, on sait, en fait, en consultant, ma semaine, elle va ressembler à ça. Vendredi, effectivement, les gens ont tendance de terminer à 18h. Sur ma semaine, je terminerai du 22h à 23h, 3 jours sur les 5. Et j'ai un 4e jour où, théoriquement, je vais terminer autour de 20h. Donc, il y a de l'intensité, mais c'est plutôt prédictible going forward. Et ensuite, effectivement, ce que je disais, c'est en dehors de la phase du projet, il y a effectivement des sujets de développement commercial, parfois qui peuvent permettre justement d'avoir, là où la moyenne était de 23 heures par exemple, plutôt d'être un peu en dessous, 19h, 20h selon le cas, selon l'intensité qu'on est en train de mettre. Est-ce que tu as vu des différences entre les 3 cabinets dans lesquels tu as travaillé? Oui, effectivement, il y a des différences. La première différence étant, chez Bain, cette discipline-là et cette manière de voir, elle est normée, elle est constatée, admise par tout le monde. Donc, elle est in the books. Donc, ça, c'est le playbook un peu normal. Et donc, ça a le mérite de bien être formalisé. Donc, c'est pas une surprise ni pour les consultants, pour les managers, les partenaires. Ça veut pas dire qu'elle est systématiquement respectée, puisqu'il y a toujours les aléas du métier, il faut s'y adapter. Mais en tout cas, ça, c'est la première dimension. Ensuite, par rapport à d'autres cabinets, l'idée, elle est plutôt l'intensité, on peut la subir d'une certaine manière ou d'une autre en fonction des clients. Donc, j'ai envie de dire, elle est moins systématisée, mais elle dépend cette fois-ci plutôt des partenaires et des managers qui sont en charge et à quel point ils ont cette discipline-là mise en place ou pas. Voilà. Dans quelle mesure, quand tu es vraiment consultant junior, tu peux un peu choisir tes missions ou dire à un moment donné: «Ah là, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses, je sens que je vais même mal faire si vous me donnez ce projet en plus». Est-ce que ça, c'est possible et est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est bien vu aussi d'ailleurs par la hiérarchie? Ouais. Je pense que de façon générale, et peut-être que ça va varier en fonction des cabinets, mais de manière assez générale,
Je pense que les cabinets veulent mettre un peu le consultant le plus motivé et disponible sur le cas pour s'assurer de sa bonne exécution. Donc, si on est dans un cas de figure, effectivement, moi, consultant junior, je dis, en fait, là, j'ai un contexte perso qui est un peu spécifique, c'est temporaire pour telle ou telle raison, voire même, il n'y a même pas besoin de détailler telle ou telle raison, mais en tout cas, je suis pas dans les meilleures dispositions pour être à fond. Alors, je pense que c'est un sujet de transparence qui est très apprécié et par le staffing d'un côté, mais et par les managers aussi, et ce qui permet de mettre un peu les bons mécanismes de protection. Plutôt qu'on avait prévu, par exemple, un seul consultant sur ce stream-là, en fait, on va peut-être prévoir un consultant senior et peut-être un junior. Donc, je pense que c'est bien valorisé. Maintenant, pour répondre à la première partie de la question, qui est de dire de choisir vraiment ses missions, je pense qu'il y a une manière d'influencer, mais pas systématiquement de choisir et d'influencer, c'est-à-dire ok, je me rapproche des personnes qui sont sur les sujets qui m'intéressent le plus et je discute avec elles, comme ça elles m'ont top of mind quand elles ont leur projet, en fait elles peuvent en tout cas me demander de manière prioritaire sur ce type de projet. Dernière question sur ce sujet spécifique, mais je pense que ça va intéresser beaucoup d'étudiants ou de candidats en conseil. Tu as parlé des horaires en semaine. Dans quelle mesure les week-ends sont préservés? Parce qu'on sait que parfois, qu'en banque d'affaires, par exemple, on travaille beaucoup le week-end. Est-ce que c'est aussi vrai en conseil ou moins vrai? Je pense que dans une certaine mesure, les week-ends sont souvent assez préservés. Donc j'ai envie de dire que c'est ça la norme. Maintenant effectivement parfois il peut y avoir des aléas parce que le client il a quelque chose qui a évolué entre temps, donc ça peut arriver. Il faut pas que ça soit une surprise. Maintenant si c'est systématique comme du M&A, je pense que c'est pas vraiment le cas, en tout cas assez souvent. Ouais. Je passe à un sujet qui est aussi un petit peu sensible, la rémunération. Quelle est la fourchette des salaires à l'entrée pour un consultant junior et comment cette fourchette elle évolue avec le temps? Effectivement, donc je pense que je n'ai pas forcément les dernières informations pour les fourchettes pour les juniors, mais j'imagine que c'est autour de 60 000 € en début de carrière. Maintenant, effectivement, ce package-là, il évolue assez significativement pour faire pas loin du x2 quand on arrive plutôt au grade de manager, etc. Donc l'évolution, elle est quand même assez significative. Manager, c'est après 5-6 ans. Exactement. C'est après 5-6 ans d'expérience. Et plus on évolue, plus effectivement la rémunération devient importante, avec une nuance qui est, en fait, c'est plutôt la part du bonus qui augmente. Et celui-là, il devient indexé non seulement sur la performance individuelle, mais aussi celle du cabinet avec lequel on travaille. Alors Ashraf, ça fait presque 10 ans que tu exerces en conseil et tu es aujourd'hui senior manager. Comment évolue la carrière et à quel rythme c'est possible de passer les différents grades, genre de consultant à manager, puis au-delà? La norme, j'ai envie de dire que la norme, c'est plutôt... ça varie en fonction de ce que veut dire le grade au sein de chacun des cabinets, mais on vient de le citer, par exemple, un manager, souvent, enfin, au sein du même cabinet, effectivement, c'est 6 ans en moyenne au sein des cabinets en stratégie, pour passer de tout junior à manager, et ensuite, de manager à partner, ça prendrait, je pense... 6 à 10 ans ensuite en fonction des plateformes, etc. Donc la manière d'évoluer jusqu'à manager, etc., je pense qu'elle est assez normée, elle est assez échelonnée au sein du même cabinet, j'entends. Donc ça, je pense qu'il y a pas de surprise, avec des cycles de revue de performance en fonction des cabinets chaque 6 mois ou chaque 1 an. Et par contre, par la suite, entre en jeu non seulement la performance individuelle, mais aussi des sujets de plateforme commerciale. Est-ce qu'on a des compétences, un positionnement donné? Donc, ça, c'est pour parler un peu de l'évolution. Maintenant, il faut un peu originer, aller chercher un portefeuille de clients, ramener des projets au cabinet quand tu veux passer effectivement dans les grades de partner. Exactement. Il y a une dimension commerciale qui devient très importante. Elle n'est pas mesurée de la même manière en fonction des cabinets. Dans certains cabinets, c'est plutôt quel est effectivement donc le chiffre d'affaires généré, la marge générée auprès d'un client donné, le ramener un nouveau client. Au sein d'autres cabinets, typiquement les MBB, où la logique est plutôt de farmer des clients existants, c'est plus de dire, en fait, j'ai bien établi une telle relation, j'ai assuré le suivi de tel client pendant X années, et voilà. Donc c'est plus d'autres métriques qui rentrent en jeu. Effectivement, et après, sur cette trajectoire un peu linéaire, en fait, elle peut être accélérée ou ralentie si on fait des moves entre les différents cabinets.
Voilà, typiquement un move d'un cabinet vers du MBB. Effectivement, souvent, on va dire en fait, on refait son grade en changeant de cabinet. Voilà. Je passe à la troisième partie de ce podcast consacré au recrutement. C'est évidemment une thématique qui intéresse beaucoup notre audience. Quels sont les profils recherchés aujourd'hui par les cabinets de conseil? Je pense que les profils restent relativement les mêmes, on va dire, sur les fondamentaux. C'est-à-dire, enfin voilà, que ce soit des candidats avec un background en école de commerce ou en école d'ingénieur. Donc ça, c'est un peu le socle. Maintenant, ce qui change, et en tout cas de ce que j'ai pu observer, c'est qu'on cherche aussi plus d'exposition à des sujets assez récents. Par exemple, donc on parlait du generative AI, donc il y a une dimension technologie, donc il y a davantage de recherche aussi de profils qui peuvent avoir cette dimension-là et cette compétence-là, toujours de l'intelligence artificielle, de la data par exemple. Un autre exemple, c'est plutôt par exemple les sujets de ESG, de sustainability. Donc là, effectivement, ça peut être aussi une manière d'enrichir son parcours et des compétences que pourrait rechercher un cabinet d'homme. Pour une candidature réussie, quels seraient tes conseils pour d'abord soigner le CV et la lettre de motivation? Je pense que pour le CV, le point le plus important, c'est de montrer un espèce de fil conducteur. Pourquoi, en tout cas, essayer de le montrer avant de faire le voice-over de pourquoi on a fait tel ou tel choix, et notamment sur les opportunités de stage. Typiquement, effectivement, si on a fait une expérience en start-up, c'est quelque chose qui est bien valorisé quand on parle du conseil, par exemple. Donc, pour moi, ça, c'est un premier point. Et un deuxième, mais ça, c'est un conseil très basique, c'est d'avoir des CV assez classiques, assez normés. Et malheureusement, je pense que c'est pas encore un secteur qui apprécie des CV assez originaux avec des portfolios comme ce qu'on pourrait avoir en digital dans la tech. À tort ou à raison, mais en tout cas, c'est... Et pour la lettre de motivation, est-ce qu'elle est lue? Dans quelle mesure elle est essentielle, obligatoire? Et qu'est-ce que tu conseillerais à un étudiant pour la rédiger? Je pense que ça varie en fonction des cabinets. Je ne sais pas dans quelle mesure vraiment elle est systématiquement lue, surtout quand on se dirige vers des modes de sélection qui vont de plus en plus digitalisés. Donc ça, c'est un premier point pour un peu baisser la pression dessus. Maintenant, effectivement, sur la manière de la rédiger, quand on est amené à la faire, je pense de la même manière, donc à essayer de bien montrer une cohérence sur son projet professionnel. Pourquoi on pense que tel cabinet est le choix pertinent pour nous. Et tout en restant entre guillemets modeste et pas se survendre entre guillemets, parce qu'effectivement tout le monde a conscience qu'on est en train de regarder des profils assez juniors, donc c'est normal qu'on soit en début de carrière et de pas forcément prétendre avoir fait voilà les plus grands projets du monde. Est-ce que le réseau ou la capacité à contacter des RH ou des opérationnels, c'est quelque chose qui peut faire la différence pour passer le screening et obtenir justement l'entretien dans un top cabinet? Je pense que ça, c'est quelque chose de primordial. Je pense que c'est peut-être une des premières choses à faire, c'est effectivement de contacter son réseau, que ça soit sur LinkedIn ou autre, et d'ailleurs pas forcément que les ressources humaines, mais souvent en fait les consultants qui souvent sont incités par les cabinets eux-mêmes de recommander des gens qui pensent être pertinents pour le cabinet. Donc vraiment, il faut le faire. Et à minima, ça permet au moins d'avoir une première discussion avec la personne qui vous donnera un feedback sur le cabinet qui va ou confirmer votre volonté d'y candidater, voire même vous dire en fait non, finalement c'est pas forcément le bon choix pour moi. Je passe au process d'entretien avec une partie fit et une partie technique qui est l'étude de cas. Quels sont tes conseils pour bien préparer ces deux parties qui sont importantes dans le process de sélection? Tout à fait. Je commence par la partie fit. Je pense que là, c'est plutôt la bonne manière de se préparer, c'est de bien comprendre ce que c'est que les questions de fit, qu'est-ce qu'on cherche à comprendre, en particulier donc la capacité à travailler en équipe, la capacité d'avoir du feedback, de réagir sur la base de feedback, donc bien comprendre un peu ça. Et ensuite, au moment où on est en train de donner les réponses, c'est avoir en fait sa propre réponse, donc pas chercher à avoir une réponse standard qu'on a pu avoir, mais vraiment une réponse qui va straight to the point, qui est bien Faut être adaptée. authentique. Voilà, exactement.
Parce qu'effectivement, dans les différents cabinets, on aura tendance à vous challenger sur votre première réponse. Et si on n'est pas authentique, on risque de mal défendre un peu son point de vue. Et ensuite, pour les études de cas, le bon conseil, c'est de bien comprendre les études de cas de la même manière, bien comprendre un peu les cadres d'analyse, qu'est-ce qu'on cherche à démontrer, et ensuite, il faut en faire. Je pense que là, il faut en faire que ce soit avec des coachs spécifiques en la matière, avec d'autres consultants, même en groupe. Et là, c'est vraiment un exercice où il faut faire de la répétition, il faut en faire, et pour bien comprendre les nuances. Ouais, je rappelle que vous avez plus de 170 études de cas disponibles sur la plateforme TradingView. Pour ceux qui sont intéressés, évidemment, n'hésitez pas à aller voir la diversité des cas. Et c'est souvent des cas qui sont tombés récemment dans les cabinets à Paris. Donc des cas qui sont très actuels et qui vous serviront beaucoup pour votre préparation. Est-ce que tu peux, Achraf, nous donner un exemple de question de fit que tu aimes bien poser en entretien? Une question de fit, c'est typiquement, voilà, vous êtes dans un cas vous êtes sur un projet un peu intense. Vous observez qu'un de vos collègues, en fait, il n'est pas en train de bien performer. Qu'est-ce que vous allez faire? Et pour moi, je pense que c'est une question qui est importante parce qu'elle pourrait montrer pas mal de faisceaux d'indices sur première réaction, c'est de dire, en fait, je vais peut-être, aller solliciter le collègue en question, essayer de comprendre, proposer de l'aide si pertinent. Une autre manière de gérer, de répondre, c'est de dire, en fait, finalement, je vais aller en parler à mon manager et lui dire, en fait, il y a un problème sur ce stream-là. Donc, en fait, ça permet, en tout cas, personnellement, ça permet de jauger l'attitude d'une telle personne au sein du cas et faire un peu et transposer sur ce que ça pourrait donner. Ouais, en même temps, c'est un peu une mise en situation, effectivement, Tout à fait. réelle. Donc, Exactement. assez tricky. Comme il n'y a pas forcément de bonne réponse, Exactement. mais il faut effectivement argumenter pour bien y répondre. Je passe à l'étude de cas. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'étude de cas qui pourrait tomber chez Bain? Et d'ailleurs, j'élargis. Est-ce qu'il y a des particularités dans l'étude de cas chez Bain par rapport à d'autres cabinets ou non, c'est assez classique en fait? Je pense que les fondamentaux sont assez classiques dans le sens où effectivement on cherche à évaluer toujours la même manière de conceptualiser et cadrer sa manière de répondre et ensuite effectivement montrer du business sense et montrer des capacités analytiques d'une certaine mesure. Donc je pense que ça c'est assez commun. Après effectivement il y a certaines nuances sur la manière avec laquelle Bain exécute les études de cas, mais sans y rentrer dans le détail. Maintenant si je reprends un peu une étude de cas un peu type que j'aime bien, c'est une étude de cas aussi que je jauge en fonction du profil du candidat. Et je vais m'expliquer là-dessus. Typiquement, je dis, OK, vous êtes un investisseur, vous êtes en train de regarder donc un actif en technologie, en software. Quelles sont les dimensions que vous allez regarder pour vous prononcer sur l'attractivité de l'actif? Et donc là, première partie, effectivement, je m'attends à avoir une réponse qui est autour de le cadrage, qu'est-ce que je cherche à regarder, à accomplir. Et ensuite, en fonction des affinités du candidat, ses compétences, je peux rentrer dans certains détails. Par exemple, pour rentrer sur une étude de marché, donc là-dessus, on dit OK, c'est quoi l'équation de ce marché, comment on peut réfléchir sur sa croissance. Donc ça on va dire pour un profil type consultant stratégie. Quelqu'un qui a vraiment une dimension tech, IT dans son parcours, je pourrais rentrer sur des détails de dire OK, il y a des enjeux de migration du on-prem vers du cloud. Qu'est-ce que ça crée comme valeur additionnelle? Et donc là, on peut avoir une étude de cas aussi de la même manière de dire OK, c'est quoi le surcoût ou la valeur capturée si je passe du cloud ou du on-prem. Ouais, ce qui est super intéressant, c'est que tu peux adapter en fait l'étude de cas par rapport au profil du candidat en allant sur différents chemins. Tout à fait, exactement. Dernière question sur le recrutement. Avec le recul, quelle est l'erreur un peu fréquente que tu vois chez les candidats, mais pourtant qui pourrait être facilement évitée? Je pense que c'est de se précipiter à donner une réponse rapidement. Donc, une fois j'ai décliné comment on pourrait résoudre ça. Souvent, ce qui se passe, c'est en fait, on vient d'énoncer un peu le cas, le contexte très rapidement, et donc on pourrait être tenté de dire OK, ça c'est un cas de commercial due diligence, donc je vais rentrer sur les différentes thématiques. Donc, parfois ça peut marcher, mais parfois non. Et la raison pour laquelle ça ne marche pas, et souvent c'est une erreur, c'est en fait on n'a pas pris le temps pour faire deux choses. Un, de poser vraiment la question de contexte spécifique. Donc, pourquoi en fait on s'intéresse à cet actif-là? Est-ce que parce que moi j'ai d'autres entreprises en portefeuille? Est-ce que je cherche à faire une plus-value? Donc vraiment le contexte. Et deux, c'est de prendre le temps, au vu de ce contexte et l'énoncé, de dire je réfléchis à mon cadre, je vais bien le poser, je fais un peu l'extra mile qui est de commencer à réfléchir à des premières hypothèses que je veux tester, et ensuite j'arrive pour élaborer la discussion. Et je pense que quand on fait ça, ça montre un peu plus de maturité, de maîtrise entre guillemets pendant l'entretien.
Alors j'ouvre la quatrième partie du podcast qui est consacrée aux exits après le conseil. Le conseil est souvent considéré comme étant un bon entre guillemets tremplin Mhm. par les candidats. Quels sont les exits les plus classiques après quelques années dans un cabinet de conseil? Mhm. Effectivement, je rejoins le point. Je pense qu'effectivement, le conseil, c'est un bon tremplin. Et surtout, certains qui le voient effectivement comme un espèce de troisième cycle après. Donc ça, c'est un. Et ensuite, effectivement, pour les exits, elles sont assez différentes. Par exemple, au bout de, on va dire, de grade de consultant, au bout de 2-3 ans d'expérience, effectivement, souvent, il y a des exits soit dans les équipes corporate, direction de stratégie, direction de transformation, voire opération. Et donc ça, c'en est une, de voir des exits en start-up et en private equity, en l'occurrence. Et donc, l'intérêt de faire des exits à ce niveau de grade-là, c'est qu'en fait, on a déjà une première expérience, donc ça rassure un peu sur le premier socle de compétences, mais on est toujours un peu malléable et modulable pour acquérir et développer un métier spécifique qui serait celui du corporate. Les exits, on va dire, elles vont rester relativement de la même nature au niveau des grades manager, senior manager, avec certaines qui vont s'ouvrir parce qu'elles vont permettre justement d'avoir un niveau de seniorité assez élevé. Un cas concret, des senior managers, associate partners, ils peuvent aller, par exemple, dans les équipes de value creation d'un fonds d'investissement, ils peuvent prétendre à des postes de directeur en stratégie ou d'une sous-business unit en corporate, et également, de la même manière, dans au sein des participations de fonds d'investissement, par exemple. Donc ça, c'est des exemples d'exit. Au niveau des partenaires, ça peut, en fait, on peut avoir aussi des exits. Ça reste, je pense que c'est moins fréquent parce que si on arrive jusqu'au partenaire, c'est souvent, en fait, c'est plutôt le métier du conseil qui nous intéresse fondamentalement et pas autre chose. Mais les exits restent néanmoins avec des postes à responsabilité dans des grandes entreprises, typiquement. Alors toi, Ashraf, j'imagine que tu es bien chez Bain, mais tu as déjà changé plusieurs fois de cabinet. Est-ce Mhm. que tu envisages un exit côté investisseur, côté corporate ou côté entrepreneur? Ouais. Ouais, effectivement, très bonne question et je pense que j'ai toujours réfléchi effectivement à what's next et je pense que c'est une attitude saine à avoir tout le temps. Maintenant, pour moi, les choses que je considère, si je sors du métier du conseil, parce que je pense que je m'amuse encore dans le métier du conseil, ça serait effectivement que ça soit dans les équipes donc de value creation, les équipes ops d'un fonds d'investissement, moins les équipes deals parce que ça nécessite quand même des compétences qui sont un peu différentes, notamment juridiques, légales, etc., voire financières. Alors on précise, équipe Hop, c'est justement pour les sociétés déjà en portefeuille, aider à créer de la valeur, à créer de la croissance pour ces sociétés-là quand elles sont dans le portefeuille du fonds. Absolument, absolument. Équipe Euh, Deal, c'est plutôt celles qui vont gérer l'investissement et la vente ensuite. Exactement, exactement. Tout à fait ça. Merci pour l'explication. Et le dernier type d'exit, je pense que c'est plutôt au sein justement des entreprises, donc les participations détenues par des fonds, où là, effectivement, ça peut être assez intéressant de plusieurs niveaux. Un, en fait, on est dans un cadre qui est assez dynamique parce que c'est des entreprises qui sont incitées à faire de la croissance, à se développer. Donc, il y a vraiment il n'y a pas l'inertie qu'on trouverait dans un corporate assez classique, assez grand. Et même d'un point de vue rémunération, ça peut être intéressant parce qu'il y a une logique patrimoniale qui est un peu différente. Souvent, on est incité et rémunéré à la création de valeur qui est vraiment accomplie par l'entreprise. Ashraf, on arrive à la fin de ce podcast, mais c'est pas tout à fait fini. Il reste encore le traditionnel quiz du Choose Your Career. Je rappelle les règles, ce sont des questions courtes de mon côté et des réponses courtes de ton côté. D'accord, très bien. La plus grande qualité d'un consultant. Je dirais sa capacité à conceptualiser et à être analytique. La question que tu aimes poser à chaque entretien. Pourquoi tu veux vraiment rejoindre le cabinet pour lequel tu postules? La réponse que tu n'aimes absolument pas entendre en entretien. Justement, en réponse à cette question-là, parce que c'est un des meilleurs cabinets de la place. La réalisation dont tu es le plus fier. D'un point de vue professionnel, je pense un projet que j'ai beaucoup aimé, c'est de soutenir deux grandes enseignes. D'abord dans une phase d'explorer des leviers de création de valeur, qui s'est matérialisé, qui a eu beaucoup d'échos, qui a généré des actions, et de revenir un an après pour les aider sur un sujet de refinancement, là où ils ont continué à avancer sur le même sujet stratégique. La plus grande erreur que tu as fait depuis le début de ta carrière. Je pense une grande erreur, c'est de pas savoir dire non à un moment, même quand on est junior. Et celle-là, je pense que ça m'aurait évité parfois certaines nocturnes. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné. C'est un de mes mentors qui m'avait dit ça, pour le dire un peu de manière un peu plus polissée. C'était parfois la vie est injuste. Donc,
dans ce cas, don't act et ne challenge pas, tu exécutes et ça te permettra de, de préserver un peu tes nuits de sommeil. Si tu n'étais pas consultant, tu ferais quoi? J'aurais probablement été dans des métiers un peu similaires, donc des équipes de sales engineering ou de sales même dans des corporates potentiellement. Le conseil que tu donnerais au plus jeune Achraf Idrissi qui étudiait à l'ENSTA dans les années 2010? Continue à développer, à explorer un peu les sujets que tu apprécies et à les creuser. Mais surtout, n'oublie pas de profiter de ton temps d'étudiant parce que derrière, il n'y a pas beaucoup de temps pour bien en profiter. Merci Achraf. Merci à toi, Guillaume. Merci. Merci d'avoir suivi ce podcast. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode du Choose Your Career. Pour retrouver les précédents épisodes du Choose Your Career et de notre autre podcast Career Insight, rendez-vous sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Et n'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et TikTok pour être au courant de l'actualité et à vous abonner évidemment à la plateforme TrainingView si vous cherchez un stage ou un CDI pour booster votre préparation.